Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme promis, le bilan de la saison. On va faire un bilan global de la saison du Real Madrid. On va déjà commencer par parler de la saison en Liga. Ensuite, on va rapidement traverser sur la Ligue des Champions. On va ensuite parler de l'effectif des tauliers, des nouveaux arrivants, comme par exemple Asensio, qui je pense a su conquérir le cœur des fans du Real Madrid. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti et de son management. Est-ce que Carlo Ancelotti a encore le bagage nécessaire pour être coach du Real Madrid la saison prochaine? Ensuite, on finira par les perspectives d'avenir qu'on a par rapport à cet effectif. Alors, rapidement, la Liga. La Liga, tout simplement, c'est une déception. Je pense que tout fan du Real Madrid qui a suivi toute la saison est d'accord avec moi. La Liga est une très grande déception. Tout simplement parce que le Real Madrid, cette saison en Liga, n'a pas su s'imposer face à aucune grande équipe. Laissez-moi m'expliquer. On va prendre les deux équipes qui sont les plus fortes du Real Madrid, le Barça et l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid n'a pas su s'imposer face à aucune de ces deux équipes. Tout simplement parce que le Real Madrid n'avait pas le niveau pour répondre face à ces deux équipes. Le Real Madrid a effectivement un effectif qualitatif, mais qualitatif dans quel sens? Comme par exemple, quand vous prenez par exemple le Barça. Le Barça, ils ont un effectif fait pour la Liga. Ils ont un effectif capable de jouer pour la Liga. Parce que c'est un effectif qui a un style de jeu. C'est un effectif qui a une empreinte. Tandis que du côté de l'Atlético, c'est la même chose. C'est pas forcément les meilleures individualités, mais c'est une équipe. Et quand tu as entre ces deux-là un Real Madrid qui, lui, ne mise que sur les individualités, tu ne peux pas rivaliser avec ces deux équipes. Le Real Madrid cette saison face à l'Atlético, c'était quand même deux supplices. Et face au Barça, ça a été deux raclés. Donc comment tu peux espérer remporter la Liga quand tu es dans l'incapacité de t'imposer face à tes adversaires directs? C'est très compliqué. Même si le Real Madrid cette saison en Liga, c'est quand même 23 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. Mettons dans les 6 défaites, il y a les deux classicos et il y a le match face à l'Atlético. Il y a les matchs face à l'Atlético. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'imposer. Tu prends des points là où il faut prendre des points. Et c'est pour cela que le Real Madrid est deuxième, tout simplement. Le Real Madrid a su maximiser les points face à Mallorca, Celta Vigo, ce genre d'équipe-là. Mais même là, face à Celta Vigo, je vous renvoie un petit peu pas trop loin, mais il y a quelques semaines, le match face à Celta Vigo, le Real Madrid mène 3-0. Ils sont à ça de finir 3-3. C'est-à-dire que le Celta Vigo, en fin de match, est en train de remonter au score. Il a fallu que le Real se mette vraiment à défendre sérieusement pour ne pas encaisser le troisième. Donc c'est pour vous dire que le Real Madrid a su faire ce qu'il faut face aux petites équipes. Mais quand on a joué les grandes équipes, Valence, Atlético, et Valence je le compte parmi les grands noms, Valence qui est un grand nom du football espagnol, la Real Sociedad parfois, Villarreal, on a vu le Real trébucher face à Villarreal, l'Atlético qu'on n'a pas pu battre cette année, et le Barça. Donc comment te dire que là tout simplement quand tu regardes ce genre de match, tu te dis que forcément la campagne en Liga est tout simplement décevante. De l'autre côté, en Ligue des Champions, le Real Madrid, là, c'est même pas une déception, c'est tout simplement c'est une désillusion. Tout simplement parce que le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est leur championnat. Cette année, on a adapté ce nouveau format Ligue, etc. Le Real Madrid, dans toute la campagne de Ligue des Champions, c'est, je vais mettre les stats, c'est 14 matchs joués sur la campagne, 8 victoires, 6 défaites. 6 défaites en Ligue des Champions, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Tout en sachant qu'au niveau des quarts de finale, tu as fait face à un Arsenal qui t'a été supérieur aller-retour. Aller-retour. Arsenal n'a pas connu les phases finales de Ligue des Champions depuis combien d'années? Ils arrivent, ils t'imposent un football et tu es dans l'incapacité de répondre. 8 victoires, 6 défaites en Ligue des Champions. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, comment tu peux espérer être champion de Ligue des Champions en ayant ce genre de stats? Prenons par exemple l'Inter de Milan qui s'est imposé face au Barça. L'Inter de Milan, cette saison en Ligue des Champions, ils ont été menés au score sur toute la campagne 15 minutes. 15 minutes. Vous comprenez ça? 15 minutes sur toute une campagne de Ligue des Champions. Ils ont été menés au score que 15 minutes. Toi, tu as 14 matchs joués, 8 victoires, 6 défaites. Et il y a des défaites qui font mal. Il y a des victoires, par exemple, cette année, on peut pas se mentir. La seule vraie victoire du Real Madrid cette année, c'est le fait de sortir City lors des barrages. Mais suite à cela, le Real Madrid n'a aucun match référence en Ligue des Champions. Il y a le match retour où, effectivement, on s'impose face à City. Mais suite à cela, il n'y a pas de match référence en Ligue des Champions. Les défaites, on s'en souvient. Les 2 matchs face à Arsenal, le match face à Lille, même le début de la
campagne face à Stuttgart, le Real Madrid joue un match. Stuttgart était tout simplement la meilleure équipe sur le terrain. Le Real Madrid a gagné ce match, oui, mais c'est Stuttgart qui était la meilleure équipe sur le terrain. Le match face à Dortmund, qui a donné énormément d'espoir aux fans du Real Madrid cette saison, si je le répète encore une fois, comme je l'ai dit lors de ma vidéo, quand j'ai fait le début du match, le Real Madrid a gagné face à Dortmund, c'est parce que Dortmund a laissé gagner le Real Madrid en venant défendre pendant 45 minutes. Ils n'ont pas l'habitude de défendre. Eh bien, forcément, tu donnes de l'espace au Real Madrid, ils vont te punir. Ils t'ont puni 5-2. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de match où on se dit, quand même, cet effectif-là, elle dégage quelque chose. Non. Par exemple, face à City, c'est la performance individuelle de Kylian Mbappé qu'on retient. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que quand on regarde la saison, en général, dans les deux compétitions, tu te dis, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que c'est l'équipe ou est-ce que c'est les individualités? Et c'est les individualités qu'on retient. On retient Vinicius, on retient Mbappé, on retient Bellingham, mais dans l'effectif au total, il n'y a pas grand-chose à retenir, vu qu'il n'y a pas d'effectif. Même en Coupe du Roi, un championnat où le Real a l'habitude d'être assez tranquille, on a vu cette saison face à des petites équipes, face à des équipes moindres, on va dire de niveau inférieur au Real Madrid quand même, avec tout le respect que j'ai pour les équipes espagnoles, on a vu quand même le Real Madrid souffrir. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, il y a même quelques mois. Le Real Madrid, cette année, a souffert dans toutes les compétitions. Que ça soit, à part le match où c'est des finales directes, comme par exemple face à Pachuca, la Super Coupe d'Espagne, ils ont souffert. Hein. Semi-finale, ils ont souffert. Finale, ils ont souffert, ils ont perdu. La Coupe du Roi, la campagne en général, à partir des huitièmes de finale, on est parti en cacahuète. Ils n'ont pas su gérer. Et ça a été des matchs compliqués, impossible de vraiment s'imposer. Les équipes en face étaient toujours les meilleures équipes sur le terrain. En Liga, ils étaient incapables de s'imposer face aux grandes équipes. À ce moment-là, oui, tu accumules les points. Mais les autres aussi accumulent des points face aux petites équipes. Tout en s'imposant face à toi, ils accumulent des points. Et c'est pour cela que le Barça est premier. Parce que le Barça mérite d'être premier. Avec les victoires importantes qu'ils ont eues cette saison, ils méritent le titre de la Liga. Il n'y a pas de débat. Quand tu regardes la campagne de Ligue des Champions, quand tu regardes la progression d'un PSG, la progression d'un Arsenal au fur et à mesure de la saison, la progression de l'Inter de Milan et la manière dont l'Inter s'impose face à Barcelone, quand tu regardes les 4 semi-finalistes, tu te dis que le Real n'avait pas le niveau pour faire face à ces équipes. Et on ne va pas se mentir à nous-mêmes. On est fan du Real Madrid. Mais cette équation-là, je l'adore de tout mon cœur. Mais je suis désolé, quand je regarde le PSG, on n'a pas le niveau pour jouer face au PSG. Quand je regarde Arsenal nous a corrigé à aller-retour. Le Real Madrid face à l'Inter, je ne pense pas que le Real aurait la mentalité que le Barça a cette année. C'est-à-dire que le Barça, il joue tous les matchs du début jusqu'à la fin. Le Real n'a pas cette mentalité-là, tout simplement parce que le Real n'est pas un effectif. Et c'est pour cela qu'on va faire la transition vers l'effectif. On va parler de cet effectif catastrophique que possède le Real Madrid cette saison. Alors, bon, le Real Madrid cette saison, comment vous expliquer? C'est pas un effectif. On va dire qu'il y a la moitié de l'effectif qui était blessé et l'autre moitié qui était présent. Si on peut dire ça de cette manière. C'est-à-dire, tu as eu énormément de blessés cette saison. Je peux comprendre que c'était compliqué pour Ancelotti, etc. Mais aussi, le fait que cet effectif était aussi on va dire, moindre, c'est aussi la faute du recrutement qui était inexistant auparavant. Parce que quand même, tu perds Toni Kroos, Nacho, Ocelou, tu ne remplaces personne. Tu vas me recruter Mbappé et Hendrick, tout en sachant que Hendrick, cette saison, le nombre de temps de jeu d'Hendrick n'est pas équivalent à 5 matchs complets. C'est-à-dire que quand tu fais venir Hendrick, tu dois lui assurer quand même un minimum de temps de jeu. Ce qui n'a pas été le cas. Quand tu regardes cet effectif du Real Madrid, il n'y a pas d'esprit collectif qui s'en dégage. C'est un nombre d'individualités et dès que les individualités ne sont plus là, par exemple Carvajal n'était plus là, eh bien le côté droit cette saison, c'était du n'importe quoi. On a eu un minimum de stabilité quand Fede occupait ce côté-là. Mais dès que Lucas Vázquez était revenu de blessure, eh bien Ancelotti il est reparti. Malgré que Fede apportait cette stabilité sur le côté droit, il a abandonné ce concept pour revenir avec Lucas Vázquez pour replacer Fede. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qui marche, il va le changer. Parce qu'il veut, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il ne peut pas comprendre que oui, Fede est à droite, Fede peut jouer à droite. Moi, laisse-moi chercher quelque chose d'autre pour combler au milieu de terrain. Non, il ne peut pas.
Il peut pas. Il a remis Fede dans l'axe et Fede Valverde, pour moi, c'est l'un des tauliers de cette saison qui s'est dégagé de cette équipe parce que Fede, pour tout ce qui s'est passé cette saison, c'est le seul joueur, peut-être l'un des rares joueurs que je peux dire que le Real joue mal, que le Real joue bien. Fede gardait un niveau. Il était à son niveau. Il a couru toute la saison. Il a fait tout ce qu'il pouvait, dépanner là où il pouvait. Et franchement, Fede Valverde, sa saison est tout simplement bonne. Je ne vais pas dire que c'est excellent, c'est une bonne saison de la part de Fede Valverde. De l'autre côté, Kylian Mbappé, comme je l'ai dit déjà de plusieurs fois, statistiquement parlant, sa saison est réussie. Il a un record, je pense que c'est le joueur ayant marqué le plus de buts dans ses débuts au Real Madrid, etc. Il est rentré dans l'histoire, il n'y a pas de problème, bravo. Mais moi, j'ai juste une chose à dire. Pour comprendre, parce que moi, je le répète, Kylian Mbappé, c'est un joueur que j'aime bien, l'équipe a été sacrifiée pour l'introduire, pour l'instaurer. Aussi simple que ça. Le collectif a été sacrifié pour que Mbappé soit instauré. En faisant cela, statistiquement, il a réussi sa saison. Si c'était ça l'objectif, la saison est réussie. Si c'était une saison où il devait avoir des titres collectifs, là, je pense qu'on est parti sur un échec total. Parce que, je le répète, Mbappé, il n'y a pas de problème. On va se rappeler de ses triplés, on va se rappeler de son triplé face à Barcelone, on va se rappeler du match face à City, on va se rappeler du début de saison compliqué, le mental qu'il faut pour revenir à son meilleur niveau. C'est bien, bravo, il n'y a pas de problème. Mais moi, je regarde plus loin. Je me dis, ok, tu fais ça, mais les statistiques ne viennent pas comme ça. C'est-à-dire que tu as des statistiques, mais tu n'as pas de trophée. C'est comme une saison complètement ratée. Tu as les statistiques, tu vas avoir ton prix de Pichichi, c'est bien, bravo, bravo. Mais il a fallu que Lewandowski se blesse, que tu retrouves ton meilleur niveau un peu tard dans la saison. Il faut aussi que le Real Madrid te donne des ballons, parce qu'on ne va pas se mentir, comme je l'ai dit, le collectif a été sacrifié, tout simplement parce qu'on l'a vu, Mbappé ne faisait pas de retour défensif. Il y a des matchs où on le voyait revenir en défense, mais ça, c'était pas constant. Et c'est ce manque de constance qui a coulé le Real Madrid cette saison. Quand on regarde, par exemple, un joueur qui a été sacrifié, on a parlé de Valverde qui, pour moi, s'est donné pour cette équipe. On a parlé du collectif en général. Mais il y a des joueurs qui ont été sacrifiés cette saison. Sacrifiés dans leur football. Rodrigo, par exemple. Rodrigo a été sacrifié. Tout simplement parce que Rodrigo, c'est un joueur offensif, mais on lui demande de jouer le rôle de milieu, à défendre plus bas sur le terrain. Tout en sachant qu'on lui demande aussi d'être dans la ligne des trois de devant. C'est compliqué à faire. Bellingham, c'est un joueur qui a été sacrifié. Bellingham a été sacrifié cette saison. Bellingham la saison dernière et Bellingham cette saison, c'est deux joueurs complètement différents. On a un Bellingham mature dans son jeu, oui. On a un Bellingham qui fait la différence, oui. Mais on n'a plus le Bellingham qu'on avait l'année dernière, un Bellingham qui était dans la prise de décision, dans la prise de risque. Tout simplement parce qu'on lui a demandé de couvrir. Il couvre. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il a été bougé. On l'a bougé au poste de numéro 10, numéro 8, parfois numéro 6 et parfois même ailier gauche sur les phases défensives. On l'a bougé de partout. On l'a bougé de partout. Et en faisant ça, tu sacrifies le joueur. Parce que le joueur n'arrive pas à s'imposer dans un poste. C'est aussi simple que ça. Des joueurs ont été sacrifiés cette saison pour le Real Madrid. Des joueurs ont été sacrifiés. C'est-à-dire que ils sont sacrifiés dans le sens où leur football, ils ne peuvent pas l'exploiter. Comme par exemple Arda Güler dans le match face à Barcelone. C'est un sacrifice. Tu ne demandes pas à Arda de défendre. C'est pas compliqué. Arda, il faut que le jeu tourne autour de lui pour qu'il soit à l'aise. Tu le mets sur le côté droit, mais pas en genre comme un ailier droit. Tu le mets comme sur le côté droit pour être milieu droit à revenir défendre avec Vasquez. C'est pas possible. C'est pas le profil d'Arda en fait. Et c'est là que tu te dis que cette équipe-là n'avait tout simplement pas la profondeur de banc qu'il fallait pour pouvoir réussir une saison. C'était pas possible. Des joueurs comme on va parler de joueurs qui ont été sacrifiés encore cette saison. Hendrick, pour moi, sa saison, elle a été, ben oui. Hendrick aurait pu avoir du temps de jeu, mais malheureusement, on ne pouvait pas l'instaurer vu qu'il y avait Kylian. C'est encore un joueur qui a été sacrifié au profit de Kylian Mbappé. Qu'on ne vienne pas me dire que non, c'est pas vrai, etc. Non, il a été sacrifié. Même quand Hendrick rentre sur le terrain, il ne rentre pas au poste de numéro 9. Rappelez-vous, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, quand Hendrick rentre à la place de Rodrigo, Hendrick va sur le côté droit. Hendrick n'est pas un ailier droit, il n'a pas été recruté pour jouer ailier droit. Hendrick a été recruté pour jouer numéro 9. Quand Hendrick rentre, Kylian passe sur un côté. Mais non, c'est pas avec Ancelotti. Avec Ancelotti, on fait rentrer Hendrick pour jouer sur le côté droit. Ce qui ne faisait pas forcément sens. Et le joueur n'a pas été mis dans les bonnes conditions. Et tout ça fait que l'équipe, les individualités n'ont pas pu
exploiter leur potentiel à 100% parce qu'il y a eu des sacrifices. Vinicius et Mbappé cette saison, ils ne défendaient pas. Ils ne défendaient pas. Ils ne descendaient pas pour défendre. Ils étaient devant. Au fait, la tactique du Real Madrid, c'était on défend à 4, on ne met pas de pressing, on coupe la ligne de passe, on lance des longs ballons, les deux de devant, le premier qui touche la balle, on part en contre-attaque. C'est tout. Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas de ligne, de passe, de circuit de passe prêt à faire. Il n'y avait pas ça. C'était on récupère, on lance les longs ballons, les deux coups, et on verra après. C'est ça. Et avec cet effectif-là, le Real avait les moyens de réussir une meilleure saison. Mais l'effectif a été sacrifié au profit des individualités. C'est triste, mais c'est la réalité. Quand on regarde l'écart entre Vinicius et Mbappé cette saison en termes de statistiques seulement, quand tu regardes l'écart, un Brahim par exemple, Brahim, on parle de sacrifier, mais Brahim aussi. Brahim, le temps de jeu de Brahim cette saison, c'est pas réduit, quoi. L'année dernière, c'était ça, cette saison, c'est ça, quoi. Il n'a pas de temps de jeu. On ne sait pas comment l'intégrer, on ne sait pas comment le faire jouer. On dirait qu'on a perdu tout ce qu'on avait l'année dernière. La stabilité, l'esprit collectif, on jouait tous pour chacun. On jouait tous pour le même but, pour atteindre le même objectif. Cette saison, j'ai l'impression que quand, par exemple, Vinicius est sur le terrain et que Mbappé est sur le terrain en même temps, Vinicius joue pour lui, Mbappé joue pour lui, c'est tout. Et quand, bon, s'ils se trouvent, ils font une petite passe, ok, ça passe, mais voilà. Mais sinon, c'était je joue pour moi, tu joues pour toi. C'est aussi simple que ça. Et en faisant cela, ils ont sacrifié le reste du collectif. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors, ce sacrifice-là ne vient pas tout seul. Il y a quand même quelqu'un derrière. Et la personne qui est responsable de ça, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, tout simplement, cette saison, c'est un flop. C'est un flop. Et pour moi, Carlo Ancelotti n'a plus rien à faire au Real Madrid parce que je pense qu'il a abandonné une chose, c'est le fait de s'adapter au football moderne. Il a abandonné cette idée de s'adapter au football moderne. J'ai l'impression que les nouveaux coachs, Arteta, Flick, Luis Enrique et tout le reste, Simone Inzaghi, etc., ils viennent avec des idées innovantes. Carlo n'a plus ce désir de s'adapter. Il se dit, ok, il n'y a pas de problème, vous voulez faire vos systèmes de 3-5-2, de 4-4-4-4-1, 2-1-2, faites ce que vous voulez. Moi, je vais jouer un football un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire, je vais défendre et je vais essayer de punir. Mais le problème, c'est que quand tu as un Barça qui maîtrise aussi bien ce système de jeu du pied du hors-jeu, ton système ne fonctionnera pas. Quand tu vas jouer un Arsenal qui, face à toi, viennent avec Merino en pointe. Mais un Merino en pointe, vous n'avez pas compris le système. Hein. Merino en pointe, c'est juste sur le papier. Il y avait ce screenshot que je voulais mettre lors de l'analyse. Vous voyez, quand Arsenal défend en 4-4-2. Avec, non pas Merino en pointe avec Saka, c'est Odegaard et Saka. Et ils sont très proches l'un de l'autre. Et quand Odegaard récupère le ballon, il fait la passe à Saka. Saka n'est pas dans l'optique de courir et d'aller vers l'avant. Non. Saka a pour objectif de ralentir le jeu, de tenir le ballon, permettant au bloc d'Arsenal de monter. Et quand tu as une équipe qui a un système de jeu aussi bien huilé, tu ne peux pas les battre. Tu ne peux pas battre cette équipe. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu vois les différentes équipes qui sont autour, tu as un Carlo Ancelotti qui a tout simplement... Il a abandonné cette idée de s'adapter au football moderne. Et en faisant cela, ça a conduit à énormément de choses. Ça a conduit au fait que les individualités ont pris le dessus. Ça a conduit au fait que le collectif a été abandonné au profit des individualités. Et je pense qu'il y avait un problème, par exemple, avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il fallait le mettre dans toutes les bonnes conditions pour qu'il puisse réussir sa saison. Aussi, c'est peut-être un facteur qui est rentré en ligne de compte pour que les systèmes soient faits autour de Kylian Mbappé. Donc tout ça fait que je pense que c'est pour cela que je dis que Carlo n'a plus les armes pour répondre au football moderne, tout simplement parce que les coachs qui sont autour ont des systèmes innovants. Et l'innovation dans le football, c'est très important. Quand on regarde l'évolution des différentes équipes, Arsenal par exemple avec Arteta, Bayer Leverkusen avec Alonso, Flick avec la même équipe que Xavi avait l'année dernière, à part Dani Olmo et Szczesny, il prend la même équipe, il te transforme une équipe de bras cassés, comme les fans du Barça les appelaient les bras cassés, il te les transforme en meilleure équipe du monde. C'est tout simplement parce qu'il a innové. Il a dit, on va abandonner cette idée de possession à outrance, on va jouer un football beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif, un football où on aura une ligne défensive beaucoup plus haute. Et ça a fonctionné.
Et je pense que Carlo, et comme pour terminer sur le dossier Carlo Ancelotti, sur la partie Carlo Ancelotti, Carlo, j'ai l'impression que non, il a décidé de ne pas s'adapter. Et pour cela, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Il n'a plus les hommes pour répondre au Real Madrid. Il faut un entraîneur innovant qui va venir avec des idées innovantes pour pouvoir aligner cette équipe pour pouvoir faire évoluer cette équipe dans les bonnes conditions. Alors, bon, personnellement, cette saison, comme je l'ai dit, c'est une saison qui est assez décevante en général dans toutes les compétitions. Les perspectives d'avenir, c'est que je vois qu'il y a des joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Comme par exemple, prenons par exemple un joueur comme Raúl Asensio, j'allais dire Marco Asensio. Raúl Asensio, qui a su s'imposer au fur et à mesure de la saison. Et Dieu seul sait qu'il a fallu des choses pour que Asensio ait au moins une chance au niveau du Real Madrid. Il a fallu que Juan Martinez, le défenseur qui a joué la pré-saison, le nouveau Ramos s'est pété en pré-saison. Il a fallu que Militao se blesse, qu'Alaba ne puisse pas jouer, que Tchouaméni se blesse pendant une partie du début de saison pour que Asensio ait sa chance. Et heureusement, franchement, pour cela, je le salue, il a su prendre sa chance et s'imposer. Et franchement, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est amplement mérité. Asensio, pour moi, c'est vraiment le seul jeune qui a su tirer son épingle du jeu. Parce que suite à Asensio, est-ce qu'on a d'autres jeunes qui ont su intégrer cette équipe? On a eu Gonzalo Martin qui a marqué son but en Coupe du Roi et qu'on n'a plus jamais revu. Arda Güler cette saison, pas avant la fin de saison, il ne jouait presque pas. On est arrivé au mois de mars, Arda n'avait pas 200 minutes dans les jambes. C'est un problème. Hendrick, est-ce que Hendrick a été intégré? Non. Non. Donc forcément, au niveau des jeunes, il n'y a pas vraiment eu une intégration qui a été faite. Et ça, c'est un problème. Donc tout ça, c'est encore sur Carlo Ancelotti. Je suis désolé, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il aurait dû le faire, mais il ne pouvait pas le faire. C'est aussi simple que ça. Quand tu regardes au niveau des remplaçants, entre guillemets, Ceballos a su tirer son épingle du jeu, mais suite à sa deuxième blessure de la saison, depuis son retour, il n'est plus le même, quoi. Il n'est plus le même. Il essaie, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en essayant, il marche sur les plates-bandes des autres, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu ne mets pas en confiance le joueur, il n'est pas responsabilisé. C'est comme s'il est sur le terrain, mais c'est juste pour faire le nombre. Et ça, c'est un problème. C'est un très gros problème, au fait. C'est un très gros problème. Hier, par exemple, sur une action avec un Mbappé, Ceballos va récupérer le ballon, mais on dirait que Kylian est nerveux parce que Ceballos, tu prends le ballon, mais Ceballos, c'est lui qui est responsable d'organiser le jeu. Est-ce que ça aurait été la même chose avec Toni Kroos? Je ne pense pas. Mais tout simplement parce que le statut est différent. Ceballos a un statut de tu es en dessous. Donc, tu nous respectes. Nous, c'est genre, j'ai ma place, tu as ta place. Reste à ta place, ne viens pas dans ma zone. C'est comme Thierry Henry a dit, j'ai ma zone, reste dans ta zone. C'est tout. Et c'est pas... Comment tu penses évoluer positivement dans un environnement pareil? C'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, tout ça, comme je l'ai dit, pour moi, la responsabilisation des joueurs, tout ça, la rotation inexistante, le fait de ne pas intégrer les jeunes, c'est encore de la faute de Carlo Ancelotti. Et c'est pour cela que je tiens à le dire. Carlo Ancelotti n'a plus sa place au Real Madrid. Alors, pour terminer sur les perspectives d'avenir que j'ai par rapport à cette équipe, déjà, il faudrait que le Real Madrid ait un mercato beaucoup plus, on va dire, ciblé. Ciblé. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de faire venir Alexander Arnold, c'est bien. C'est bien. C'est un grand nom. Alexander Arnold, c'est un très bon joueur de football, excellent. Pour remplacer Carvalho qui est vieillissant, c'est une très bonne chose. Mais moi, j'aurais préféré attendre que si il y ait un nouvel entraîneur, que le nouvel entraîneur vienne et donne des profils qu'il aurait aimé avoir. Parce que là, prendre Alexander Arnold, je sais qu'Alexander Arnold, lui, il va jouer, il n'y a pas de problème. Maintenant, Carvalho, comment on va le gérer? Est-ce que Carvalho va accepter de devenir le numéro 2? On ne sait pas. Vasquez doit partir, aussi simple que ça. Tout simplement, Lucas, je l'aime trop. Mais si on prend Vasquez, on le catégorise maintenant en tant que latéral, je pense que Vasquez a tout perdu. Bon, on voit qu'en termes d'ailier, il est toujours aussi efficace. Mais il est catégorisé maintenant comme un latéral et c'est un problème. Et alors, à ce moment-là, Vasquez, je pense, n'a plus sa place. Si Alexander Arnold arrive, Carvalho sera le numéro 2, ou bien il y aura une rotation entre les deux, alors Vasquez, malheureusement, ta place, tu l'as perdu définitivement au niveau du Real Madrid. Au niveau du milieu de terrain, il va falloir faire un bon petit nettoyage. Ceballos va devoir partir. L'avenir de Camavinga qui est incertain, on va devoir poser là-dessus.
comment le Real Madrid va être aligné l'année prochaine et le nombre de milieux de terrain qu'il va te falloir, les profils qu'il va falloir avoir. Tchouaméni, je pense, s'est imposé, il ne bougera pas. Valverde ne bougera pas. Bellingham ne bougera pas. À ce moment-là, c'est pour cela que je mets Camavinga sur la sellette, parce qu'il va falloir faire un tri, il va falloir faire un choix. Est-ce que Camavinga va accepter d'être le remplaçant? On ne le sait pas. Donc tout ça fait que cette équipe, moi j'espère juste que l'année prochaine, on ait un entraîneur qui insère les jeunes. J'aimerais voir des jeunes du Real Madrid. Tout comme de l'autre côté, j'ai vu du Koubarsi, j'ai vu du Lamine Yamal, j'ai vu du Casado, j'ai vu du Bernal, j'ai vu du Gérard Martin, j'ai vu... Pourquoi moi je ne peux pas avoir ça? C'est triste, mais pourquoi moi je ne peux pas avoir les gens de la Castilla, des Iker Bravo, des Gonzalo Martin, bon, Jacobo, c'est pas prêt, mais quand même, voilà, un petit peu plus d'intégration, quoi, de rotation, capable de, on voit les joueurs, on voit le potentiel, et dans certains matchs, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, responsabiliser les jeunes, et ça, c'est important pour le futur de cette équipe. Il va falloir, comme on est reparti sur un projet, là, cette saison-là, ce qu'on a vu là, il ne faut plus l'avoir. C'est-à-dire ce côté individuel, il faut l'abandonner et partir sur un projet collectif. C'est le seul moyen pour moi que le Real redresse la barque. L'année prochaine, individualité, c'est fini. Collectif, on. Parce que sinon, on va repartir sur une saison aussi catastrophique, peut-être même pire que cette saison. Et je ne l'espère pas. En tout cas, la famille, ça a été une vidéo assez longue. Donc sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.